Bonjour, on laisse arriver les gens. On est actuellement une vingtaine de participants pour cette présentation sur les premiers secours psychologiques en logement social et communautaire. On va vous demander, pour faciliter cette présentation, évidemment, de tous et toutes mettre votre micro sur silence ou sur mute et puis d'arrêter votre caméra vidéo afin de faciliter la présentation. Vous allez trouver en bas de votre écran, au milieu, normalement, une petite touche qui s'appelle « Converser » ou « Chatter » selon la langue d'usage de votre logiciel. Et vous pouvez adresser vos questions par écrit pendant la présentation. On laissera sans doute Audrey aller jusqu'au bout de sa présentation et puis elle répondra aux questions à la fin de sa présentation parce qu'il arrive que dans un élan d'enthousiasme, les questions qui soient posées, des fois, soient répondues en fait par la suite dans la présentation. Donc, je vous remercie d'abord de vous être inscrite et inscrit aujourd'hui pour cette présentation. C'est organisé par le comité régional sur le soutien communautaire en logement social de la capitale nationale qui regroupe les directions des offices municipaux d'habitation, la Fédération des OBNL, la Fédération des coopératives, ainsi qu'évidemment le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SHQ qui ont la responsabilité partagée du soutien communautaire. Cette présentation, elle se donne dans cette situation actuelle parce que l'équipe de Lily Lessard et de Audrey Lafont travaillent depuis un moment sur les premiers secours psychologiques auprès de personnes qui sont dans des situations de détresse. À l'origine, dans leur recherche, elles devaient faire ceci en temps de changement climatique, mais évidemment, l'arrivée de la pandémie a bousculé un peu leur plan, mais en même temps, souvent, les outils qui servent dans des situations de crise comme les changements climatiques s'appliquent en partie pour les situations de pandémie. Alors, je me présente, je suis membre du comité des partenaires, je suis directeur adjoint de la FROC, la Fédération des OBNL d'habitation de Québec et Chaudière-Appalaches. Nous allons avoir l'intervention de Audrey Lafont, qui est travailleuse sociale et membre de l'équipe de chaire de recherche interdisciplinaire sur la santé et services sociaux en milieu rural. Et elle travaille avec Lily Lessard, qui est aussi chercheuse membre de la chaire de recherche. Alors, Justine Bélanger me dit qu'elle n'a pas de son. Est-ce que les autres personnes entendent bien? Parce que bon, les autres ont l'air d'entendre bien, donc sans doute, ça doit être un problème personnel qu'il faut régler le son normalement sur votre ordinateur pour bien entendre. Je vais aussi vous informer que cette rencontre est enregistrée, donc voilà, soyez pas surpris. Et nous allons pouvoir vous faire parvenir à l'issue de la présentation le PowerPoint qui est utilisé par Audrey Lafont dans le cadre de sa présentation. Voilà, je pense que je vais passer la parole à Audrey à présent pour sa présentation. D'accord, merci Bruno, merci pour l'ouverture. Bonjour à tous et à toutes, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on va commencer sans plus tarder. C'est une présentation qui porte sur les premiers secours psychologiques en cas de désastre. Donc, à qui s'adresse cette présentation? Ça s'adresse aux personnes qui n'ont pas nécessairement de formation ou d'expérience professionnelle en santé mentale et qui sont exposées à la détresse psychologique d'autres personnes dans le contexte de la pandémie liée au COVID-19. Donc, c'est possible. Peut-être que certaines d'entre vous avaient déjà de l'expérience en santé mentale. À ce moment-là, les informations que vous allez entendre vont être un rappel sur les principes de base en relation d'aide. Les objectifs de cette présentation, c'est que les participants se familiarisent avec les objectifs et les principes d'action des premiers secours psychologiques appliqués au contexte de l'actuelle pandémie. Donc, ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est une vitrine
sur l'approche des premiers secours psychologiques. On a vraiment résumé les composantes qu'on jugeait les plus essentielles à savoir pour cette approche-là. Par contre, la formation réelle, il y a différents organismes qui offrent la formation, je vais en parler tout à l'heure, mais la formation réelle peut durer jusqu'à 6 heures en ligne, là. Donc, c'est vraiment aujourd'hui un aperçu sur l'intervention que je vais vous offrir. Donc, le plan de la rencontre, tout d'abord, on va parler des liens entre la santé mentale et la pandémie actuelle. Ensuite, on entre dans le vif du sujet des premiers secours psychologiques, puis on termine avec les sources d'information et de formation pertinentes sur l'approche en question. Donc, on commence avec santé mentale et pandémie. Pour commencer, je vous présente un tableau qui remet en perspective le concept de santé mentale. Ici, à gauche, on a la maladie mentale grave. À l'extrême droite, l'absence de maladie mentale. En dessous, la santé mentale médiocre et au-dessus, une bonne santé mentale. Donc, ce que ça signifie, ces flèches-là, ce tableau-là, c'est que la santé mentale est plus que l'absence de maladie mentale. La santé mentale, c'est la capacité que possède chacun d'entre nous de ressentir, de penser, d'agir de manière à améliorer notre aptitude à jouir de la vie, à accomplir nos rôles, à relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Ça, c'est la définition selon l'Agence de la santé publique du Canada. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'une personne peut avoir une santé mentale médiocre sans nécessairement avoir de maladie mentale. Et à l'inverse, une personne peut avoir une bonne santé mentale avec une maladie mentale si cette maladie mentale-là, elle est bien stabilisée. Donc, c'est certain que notre objectif, c'est de viser le haut du tableau, donc d'être en bonne santé mentale, que l'on vive ou non avec une maladie mentale. Selon le Centre d'études sur le stress humain, pour qu'une situation soit considérée stressante, il peut y avoir un ou plusieurs des éléments qu'on voit à l'écran de l'acronyme CINE. Donc, on va les regarder ensemble. C pour contrôle faible de la situation. Vous sentez que vous n'avez aucun ou très peu de contrôle sur la situation. I, imprévisibilité. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qui va se produire ou quelque chose de complètement inattendu arrive. Vous faites face à N, vous faites face à quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais expérimenté, donc vous faites face à de la nouveauté. Et E, votre ego est menacé, vos compétences sont mises à l'épreuve, on doute de vos capacités, on remet en question ce que vous faites ou ce que vous avez fait. Les réactions de stress peuvent être d'ordre physique, émotionnel, cognitif ou comportemental. Et c'est important aussi de se rappeler que le stress n'est pas négatif en soi. Ça permet de réagir, de s'adapter, de se mobiliser face à une situation. On a deux options quand on fait face à une situation de stress. Soit qu'on agit, on passe à l'action, ou soit on évite. Il y a certains groupes qui sont plus vulnérables au stress, par exemple les personnes âgées, celles qui vivent avec des maladies chroniques, les enfants et les adolescents, les personnes qui aident à la réponse de la COVID-19, donc les personnes au front en ce moment, les personnes avec des problèmes de santé mentale ou d'abus de substances, les personnes qui ont tendance à s'inquiéter par rapport à leur santé et les personnes qui vivent seules ou qui ont un faible réseau social, aussi des personnes qui ont déjà expérimenté un événement traumatique. Le stress peut se manifester de différentes façons dans un contexte de pandémie, par exemple, avoir peur, être très inquiet pour sa propre santé, pour ses proches. On peut voir aussi des changements dans les habitudes de sommeil ou dans l'alimentation, difficulté à dormir ou à se concentrer. Les gens qui ont des problèmes de santé chronique peuvent s'empirer. On peut voir aussi une augmentation de l'utilisation d'alcool, de tabac ou de drogue, des tensions familiales ou conjugales. Pour certaines personnes, le stress peut évoluer jusqu'à une détresse. Donc, c'est ici qu'on parle des premiers secours psychologiques. Vous allez voir le lien avec la détresse et les premiers secours psychologiques.
Alors, pour mieux situer l'intervention des premiers secours psychologiques, je vais commencer par vous présenter le modèle de soins par étapes qui est représenté par cette pyramide-là à 3 paliers. Les organisations, les experts internationaux encouragent la mise en place du modèle de soins par étapes dans des contextes de désastres d'envergure populationnelle, encouragent aussi la mise en place d'interventions précoces. Donc, ce modèle-là se fonde sur l'idée qu'une minorité de personnes affectées vont avoir besoin des services spécialisés en santé mentale. Comme on voit le petit triangle orange en haut de la pyramide, ce sont les services spécialisés en santé mentale. Donc, c'est pour ça que le triangle est plus petit. Ça représente aussi la proportion des gens qui vont avoir besoin de ce type de service-là. Au centre, en jaune, on retrouve la première ligne générale. Ici, on réfère au GMF, au CLSC, à la ligne du 811, aux différents guichets d'accès. Puis, à la base de la pyramide, donc là où on retrouve la majorité des personnes, on retrouve les soins directement communautaires. Ça inclut aussi l'auto-soin, donc la capacité de s'offrir des soins par soi-même, le contact avec ses proches, les personnes les plus proches de nous, notre famille, nos amis, nos voisins, et l'utilisation des ressources des organismes communautaires et des ressources de proximité. Donc, la majorité des services doit se situer à ce niveau-là puisque c'est la majorité des personnes qui vont en avoir besoin. Et ce n'est pas nécessairement toutes les personnes qui vivent des difficultés qui vont avoir besoin de se retrouver en première ligne générale ou en ressources spécialisées. Les premiers secours psychologiques se situent à cheval entre les services dans la communauté et la première ligne générale. Donc, ça permet aussi d'avoir une idée là, de où se situe l'intervention dans la hiérarchie des niveaux de soins. Les premiers secours psychologiques, c'est une intervention qui s'adresse aux personnes en détresse psychologique qui sont confrontées à une situation de crise grave. Ça peut être offert autant aux enfants, aux jeunes, aux adolescents, aux personnes âgées. Finalement, il n'y a pas de limite d'âge pour offrir cette intervention-là. La détresse psychologique, c'est le résultat d'un ensemble d'émotions négatives. Quand elles sont vécues avec persistance chez une personne, elles peuvent entraîner des conséquences de santé importantes, par exemple comme la dépression, l'anxiété ou même une incapacité à s'adapter efficacement aux circonstances. Donc, elle est définie comme une incapacité perçue. On a l'impression qu'on ne sera pas capable de s'adapter. Un changement émotionnel, un malaise, la communication de ce malaise, des dommages temporaires ou permanents subis par la personne. On fait une distinction entre la détresse psychologique et le stress. Par contre, il semble quand même que les facteurs de stress précèdent la détresse psychologique. Ça ne veut pas dire nécessairement que si une personne vit du stress, qu'elle se dirige automatiquement vers une détresse psychologique. Par contre, ça nous permet d'être plus vigilants en sachant que soi-même ou une autre personne vit plusieurs facteurs de stress. On peut vivre de la détresse psychologique sans avoir de conditions préalables de maladie mentale. Finalement, c'est tout le monde à un moment ou à un autre dans sa vie qui pourrait vivre de la détresse psychologique. Les premiers secours psychologiques, c'est une intervention qui vise à réduire la détresse psychologique et favoriser les capacités d'adaptation à court et à long terme des personnes touchées. Donc, les principaux objectifs sont de fournir des outils et du soutien concret aux victimes pour les aider à mieux gérer la situation de crise. Quand on parle des capacités d'adaptation, on réfère ici à la façon dont une personne va s'adapter aux exigences de la vie courante, à sa capacité à atteindre les normes d'autonomie qu'on attend généralement d'elle, compte tenu de son âge, son contexte socio-culturel, son environnement. Donc, qui peut offrir les premiers secours psychologiques? C'est une approche qui peut être offerte par des intervenants de premier niveau qui n'ont pas nécessairement d'expérience professionnelle en santé mentale, moyennant une courte formation ou la lecture de documents de référence. Par exemple, ça peut être offert par des bénévoles
des intervenants directs dans la communauté ou du personnel, des employés municipaux, des intervenants du réseau de la santé ou des services sociaux, des policiers, différents gestionnaires et plusieurs autres aussi. C'est une intervention qui peut être faite dès les premiers moments d'un événement d'envergure populationnelle qui peut engendrer de la détresse. Donc, peu importe la cause de cet événement-là, c'est une intervention qui peut s'appliquer, même si c'est une cause d'origine climatique, d'origine anthropique ou, dans ce cas-ci, une urgence sanitaire comme la pandémie qu'on vit actuellement. C'est une intervention aussi qui peut se poursuivre dans les jours, les semaines et même les mois qui suivent l'événement, puis qui peut être offerte en présence ou à distance. Par contre, concernant l'intervention premier secours psychologique à distance, le guide qui a été fait, je vais vous le présenter tout à l'heure, il concerne l'intervention auprès des adultes dans ce cas-ci. Pourquoi offrir les premiers secours psychologiques? Parce qu'il a été démontré que les personnes qui bénéficient d'un bon soutien social après une crise peuvent mieux s'adapter que celles qui ont le sentiment de ne pas avoir été assez soutenues et aussi sont recommandées par les experts internationaux. Alors, l'efficacité des premiers secours psychologiques s'appuie principalement sur des observations objectives et des consensus d'experts. Les groupes d'experts continuent de recommander cette intervention-là dans les organisations et les communautés à risque de vivre des désastres d'origine naturelle ou autre. Et c'est recommandé également par des groupes comme la Fédération internationale de la Croix-Rouge dans le contexte de la pandémie actuelle et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les études réalisées jusqu'à maintenant conviennent de la satisfaction des personnes qui ont offert ou bénéficié des premiers secours psychologiques. Par contre, peu d'études visaient à démontrer leur efficacité pour prévenir ou réduire les impacts sur la santé mentale des personnes touchées par un désastre, mais les auteurs s'entendent quand même pour dire que c'est une approche qui n'est pas dommageable, donc qui ne cause pas de tort et qui est préférable au débriefing psychologique. Donc, les premiers secours psychologiques représentent une aide dans sa dimension humaine, très concrète, qui ne doit pas être confondue avec une intervention thérapeutique professionnelle. On n'est pas dans l'ordre d'une intervention, on n'est pas dans l'ordre de la psychothérapie ici, là, quand on offre les premiers secours psychologiques. Alors maintenant, les principes d'action des premiers secours psychologiques, observer, écouter et mettre en lien. Ce sont les 3 principes qui ont été regroupés par l'Organisation mondiale de la santé. Ces actions-là peuvent s'appliquer tout au long de la communication avec la personne. Ne sont pas toujours les unes à la suite des autres, surtout pour des actions de observer et écouter dans un contexte d'intervention à distance. Donc, c'est important d'avoir une compréhension assez flexible, une approche assez flexible avec ces 3 actions-là, qui ne sont pas nécessairement les unes à la suite des autres dans la spontanéité d'un échange. Donc, observer comprend 3 actions: assurer sa sécurité, identifier les personnes qui ont des besoins urgents et identifier les personnes en situation de détresse psychologique. Assurer sa sécurité, c'est important d'être au courant des autres opérations et des mesures d'urgence sur le terrain dans la région où vous vous trouvez. Est-ce que l'endroit où vous vous situez pour aider est sécuritaire pour vous? Est-ce que les mesures sanitaires prescrites par la santé publique sont respectées? Est-ce que vous pouvez, si possible, communiquer dans un endroit calme qui respecte la confidentialité? Est-ce que vous êtes en présence d'autres personnes qui pourraient entendre la conversation? Si vous doutez de la sécurité pour vous, vous n'intervenez pas, donc vous ne vous mettez pas en danger. Vous essayez d'obtenir de l'aide pour apporter des changements nécessaires et que les personnes soient aidées si possible. C'est important d'être proactif pour identifier les personnes qui ont des besoins essentiels urgents. On parle ici des besoins de protection, par exemple, une personne qui peut être exposée à la violence
et besoins de base, besoins fondamentaux comme manger, boire, dormir. C'est sûr que le principe d'observer pour une intervention à distance s'applique différemment que quand on est directement sur le terrain. En contact téléphonique, l'observation se fait pendant l'échange avec la personne, en lui parlant, en l'écoutant, en étant très attentif au contexte, à l'ambiance, à l'environnement dans lequel la personne se trouve au moment où vous lui parlez. Et c'est important d'être proactif parce que les personnes en détresse peuvent ne pas avoir tendance à demander de l'aide, surtout en contexte d'isolement. Et si vous constatez d'emblée que la personne a clairement des besoins urgents, essayez d'obtenir de l'aide pour elle, dirigez-la vers le personnel médical ou les services d'urgence s'il y a lieu. Si vous êtes à distance au téléphone, essayez de voir avec la personne qui pourrait l'aider rapidement parmi les gens qu'elle connaît en attendant que les services d'urgence arrivent. Posez-vous toujours la question, quand vous parlez avec une personne, est-ce que cette personne avec qui je parle est en détresse psychologique? Est-ce qu'elle présente des signes de détresse? Par exemple, on a énuméré ici différents signes de détresse, comme une perte d'appétit, ressentir différentes douleurs physiques, présenter des pleurs, beaucoup de tristesse, avoir une humeur dépressive, être anxieux, avoir plusieurs peurs, être hyper vigilant, avoir plusieurs inquiétudes, des appréhensions, des anticipations de ce qui va se passer dans l'avenir, avoir des troubles de sommeil, faire de l'insomnie, avoir des cauchemars, être en colère, être irritable, ressentir de la culpabilité, de la honte, être confus, être coupé de la réalité, être désorienté, se refermer sur soi, être incapable de s'occuper de soi ou de ses proches. Donc, ça, c'est des signes d'une détresse. Par contre, gardez en tête que ce n'est pas toutes les personnes qui vont vivre un événement difficile qui vont nécessairement avoir besoin des premiers secours psychologiques ou qui vont les accepter. Les relations humaines établies avec les personnes que vous aidez sont fondées sur la compassion et ne doivent pas être intrusives ou forcées. Donc, l'intervention des premiers secours psychologiques se réalise dans un contexte volontaire. Attention, par contre, parce que pour certaines personnes, les premiers secours psychologiques ne seront pas suffisants. Par exemple, les personnes qui ont besoin de soins médicaux urgents, les personnes qui sont tellement bouleversées, qui sont plus en mesure de prendre soin d'elles-mêmes ou de leur famille, les personnes qui peuvent se faire du mal ou faire du mal aux autres. C'est très important que ces personnes-là soient référées vers des services professionnels et c'est important aussi que la trajectoire de référence soit établie à l'avance avant que vous rencontriez ou parliez avec la personne. Alors, on a complété le principe d'observer. Vous êtes assuré de la sécurité des lieux, de la sécurité pour la personne. Vous avez identifié les besoins urgents, essentiels et les personnes en situation de détresse. Maintenant, écoutez. Écouter comprend aborder les personnes qui peuvent avoir besoin de soutien. C'est sûr que dans le cadre de l'intervention à distance, le contact est établi à la seconde 1 où la personne décroche le téléphone. Donc, il s'agit plutôt ici d'offrir son aide de façon respectueuse. Donc, si vous avez identifié une personne qui était en détresse psychologique, vous pouvez lui offrir clairement votre aide. Ensuite, calmer et stabiliser, puis demander de nommer ses besoins et ses préoccupations. Donc, abordez les personnes de manière respectueuse, soyez calme, présentez-vous en indiquant votre nom, le nom de votre organisme ou votre rôle. Dans le cas d'un appel à distance, c'est sûr que c'est la première chose qu'on fait, se présenter. Demandez si vous pouvez l'aider. Vous me semblez très inquiète. Est-ce que je peux vous aider? Trouvez un endroit sûr et calme pour parler, pour la personne et pour vous-même, tout en gardant la distanciation sociale. Mettez la personne à l'aise et assurez sa sécurité. Si la personne est en grande détresse, c'est important de ne pas la laisser seule. Donc, les priorités d'intervention, c'est de s'assurer de la sécurité immédiate et de façon continue.
des personnes affectées, puis de favoriser leur confort physique, leur confort émotionnel aussi, le plus possible. Dans le cas de l'aide à distance, vous pouvez, par exemple, demander à la personne si vous appelez dans un bon moment. Si c'est un bon moment, vous pouvez lui demander, lui proposer de s'asseoir dans un endroit confortable, l'inviter à se prendre un verre d'eau, diminuer les bruits environnants au moment de l'appel, par exemple, éteindre la télé, la radio. C'est des petits gestes, des fois, qui peuvent faire une différence pour aider à calmer la personne. Accordez toute votre attention à la personne. Si c'est possible d'avoir un contact visuel par appel vidéo ou bien en personne, c'est important d'avoir un bon contact visuel, donc de regarder la personne dans les yeux, écouter. C'est pour ça qu'il y a des grandes oreilles au petit bonhomme. Écouter les préoccupations de la personne en étant très attentif. C'est important de donner toute votre attention à la personne et ne pas faire autre chose en même temps que vous lui parlez. Et faites preuve de compassion et de respect en prenant conscience de vos propres préjugés pour les laisser de côté au moment de votre échange avec la personne. Si vous êtes en présence d'une personne qui est en détresse psychologique, c'est possible que vous soyez porté à vouloir l'aider, vous soyez influencé par la détresse qu'elle vous communique, puis vous voulez l'aider très rapidement à trouver une solution à ses problèmes. Par contre, c'est recommandé d'être patient, d'être calme, d'avoir une attitude calme avec la personne pour l'aider à se calmer elle-même. C'est un peu comme si vous lui montriez l'exemple finalement. En étant calme vous-même, elle, ça va lui envoyer le message qu'elle peut se calmer un peu elle aussi. Ça peut aider. Restez près de la personne si possible, toujours en respectant la distanciation sociale. L'aider à se calmer. Vous pouvez aussi lui proposer des techniques pour se calmer, des techniques concrètes. Par exemple, si elle est assise ou debout, vous pouvez lui demander de mettre ses deux pieds, sa plante du pied en contact avec le sol, d'avoir le dos droit, les épaules relâchées, de prendre des grandes respirations lentement, l'expire plus long que l'inspire. Des fois, c'est des petites techniques comme ça qui peuvent faire une différence aussi pour la personne. Vous pouvez lui demander aussi qu'est-ce qu'elle fait, elle, habituellement, pour se calmer. Sûrement qu'elle a, si c'est possible, si elle n'est pas en détresse profonde, probablement que la personne, elle a déjà utilisé des moyens elle-même pour se calmer, puis qu'elle va pouvoir vous en nommer un qu'elle va pouvoir utiliser. Ne pas pousser la personne à parler. Donc, les silences ont leur place aussi dans le dialogue. Ne pas parler de vos expériences personnelles. Donc, vous êtes vraiment là pour entendre ce que la personne a à vous dire, pas pour parler de vous, ce qui vous est arrivé. Ne pas lui demander de raconter ce qui s'est passé, mais si elle en parle, écoutez-la. Acceptez ce que la personne décrit, reconnaissez ses difficultés, ses pertes. C'est une façon de valider la souffrance que la personne vit. Par exemple, je suis désolée, je comprends que vous soyez stressée ou inquiète. C'est vrai que c'est une situation difficile. Si elle montre des signes de détresse, encore là, veillez à ne pas la laisser seule. Aussi, ne pas exagérer vos compétences. L'intervention des premiers secours psychologiques, c'est vraiment une intervention, comme je disais, de base. Si vous voyez que la détresse de la personne va vraiment au-delà de vos capacités de l'aider, bien, dites-lui, puis référez-la à ce moment-là vers des services professionnels. Ne pas divulguer l'histoire d'autres personnes que vous aidez. Donc, ne pas comparer les situations des personnes entre elles. Ne pas juger la personne sur ses actes, sur ses sentiments. Chaque personne réagit différemment en situation de détresse et il n'y a pas vraiment de logique dans la façon de réagir, là.
On vous a inclus quelques conseils pour la communication à distance. Donc, quand on est à distance, en absence d'un contact visuel, c'est encore plus important de parler lentement, de faire des sons d'approbation pour que la personne voit bien qu'on l'écoute, poser des questions ouvertes, poser une question à la fois, éviter d'interpréter les propos de la personne et reformuler ce que la personne vous dit. Aussi, reconnaissez les sentiments exprimés. Si vous êtes capable, dans ce que la personne vous exprime, si vous êtes capable d'identifier des émotions, vous pouvez les nommer. Normalisez les réactions et les émotions, par exemple le stress, les inquiétudes, la peur, le sentiment de perdre le contrôle. Si un contact visuel est possible en intervention à distance, par exemple en appel vidéo, c'est recommandé de partager des outils visuels avec la personne. Par exemple, si vous lui proposez un dépliant que vous lui nommez, bien, si vous l'avez sous la main, montrez-lui directement pour que ça fasse quelque chose de tangible puis de concret pour elle. Et prenez une pause si vous sentez que vous commencez à juger les personnes à qui vous parlez, si vous vous sentez plus impatient, si vous sentez de la colère quand une personne ne suit pas les consignes. C'est important d'être à l'écoute aussi de vous-même, puis de vous permettre de prendre une pause, autant pour vous-même, pour vous ressourcer, que pour le respect de la qualité de votre échange, puis de votre écoute avec la personne. Même si certains besoins de la personne peuvent vous paraître évidents, demandez-lui quand même que ce soit elle qui nomme ses besoins. Donc, c'est important de partir de la personne et de définir avec elle qu'est-ce qui est le plus important dans le moment présent. Donc, par exemple, en écoutant la personne, vous pourriez déduire qu'elle a besoin d'aide pour cuisiner ses repas parce que le service qui l'aidait, vous savez qu'il est plus disponible dans l'immeuble. Mais si vous demandez directement à la personne c'est quoi son besoin immédiat dans le ici, maintenant, elle pourrait peut-être vous dire que c'est d'aller faire soigner son animal de compagnie parce qu'elle a peur qu'il soit malade puis elle a peur qu'il meure. Donc, si c'est la personne qui identifie son besoin, c'est plus significatif pour elle de rechercher une solution après. Ça ne vous empêche pas par la suite de vérifier auprès d'elle si elle aurait besoin effectivement d'aide pour la préparation de ses repas, ce que vous pensiez au départ. Sauf que maintenant, vous lui avez demandé à elle en premier d'identifier ses besoins, mais maintenant, vous savez c'est quoi sa priorité numéro 1 pour elle. C'est recommandé aussi d'écouter plus que vous parlez pour bien identifier les préoccupations. Les besoins les plus fréquents, c'est certain qu'il y en a d'autres, là, mais les plus fréquents peuvent être la possibilité de communiquer avec ses proches, ses amis ou d'autres personnes de son réseau social, d'être consulté sur les décisions importantes à prendre, d'avoir des informations compréhensibles sur l'événement, sur ses proches et sur les services disponibles, d'avoir des informations sur les raisons, les mesures qui sont prises, pourquoi, d'avoir accès à des services de santé si on a un problème de santé spécifique et d'avoir accès à du soutien spécifique en fonction de sa culture ou de sa religion. C'est pas tout le monde qui parle anglais et français. C'est important d'être sensible à ça aussi, sensible aux besoins des différentes réalités selon les différentes cultures. Et c'est possible aussi qu'avec l'approche du 1er juillet, les déménagements qui s'en viennent, cette période soit une source de stress pour certains locataires. C'est important d'être compréhensif, de leur fournir des informations et du support additionnel aussi pendant les moments plus critiques. C'est toujours une période qui est quand même stressante, les déménagements le 1er juillet, dans un contexte de pandémie avec les risques du virus et les différentes mesures sanitaires prescrites, c'est normal que ça soit encore plus stressant que d'habitude. Donc, on a complété aussi les 3 actions de écouter. Ensuite, le 3e principe, c'est mettre en lien. Donc, mettre en lien, ça inclut mettre la personne en lien avec ses propres forces, donc ses forces internes et avec
son réseau social, donc c'est une force externe aussi. Au besoin, vous pouvez mettre la personne en contact avec des services. Par contre, ce n'est pas toujours nécessaire systématiquement de référer la personne vers des services. Ça dépend de chaque situation. Favoriser le sentiment d'autocontrôle et la capacité de faire face de la personne. Donc, aidez-la à répondre à ses besoins essentiels. Demandez-lui d'identifier ses forces, de se rappeler comment elle a fait déjà dans le passé pour traverser une période difficile, comment elle avait fait pour s'en sortir. Identifier les ressources qu'elle possède déjà, donc ses ressources internes, comme je disais tout à l'heure. Demandez-lui qu'est-ce qui l'aide normalement à se sentir mieux. Encouragez-la à prendre contact avec ses proches, très important. Vous pouvez aussi faire des suggestions pour l'aider à répondre à ses besoins s'il y a des idées qui vous viennent en tête. Avec la pandémie et l'interdiction des rassemblements intérieurs, la question des visites, c'est un sujet délicat pour les locataires. Certains n'ont peut-être pas de règles ou de surveillance à ce sujet. Peut-être que d'autres personnes ont exigé de leurs locataires qui ne reçoivent plus de visites dans l'immeuble. Il y a peut-être différentes réglementations selon les différents types d'immeubles. Pour certains, ça peut être rassurant, alors que pour d'autres, ça peut augmenter l'isolement, puis ça peut aussi augmenter la perception de ne pas être maître de ses choix. Ça peut être une source de frustration. Peu importe la règle dans chaque établissement, peu importe la règle pour les visites, ce qui est important, je dirais, c'est d'encourager les locataires à maintenir un contact régulier avec les personnes importantes pour eux. Donc, leur famille, leurs amis, leurs voisins, n'importe quelle autre personne qui est significative pour elles. Par exemple, la possibilité de se voir à l'extérieur ou se parler au téléphone ou se parler en appel vidéo. Étant donné que les rassemblements intérieurs ne sont pas autorisés, peut-être que si c'est possible, dans certaines situations, selon certains aménagements, est-ce que c'est possible d'aménager un lieu sur le terrain proche de l'immeuble qui respecte la distance des 2 mètres? Où est-ce que les personnes pourraient se rassembler et être confortables pour quand même une bonne période de temps. Peut-être que ça serait une mesure qui atténuerait la frustration pour certains. C'est un exemple que je donne comme ça. Mais c'est important, très important que le contact soit maintenu avec le réseau de soutien. C'est un facteur de protection, en fait, pour la santé mentale. Aider la personne à avoir des bonnes informations, donc chercher à obtenir les bonnes informations pour elle, mettez-les à jour aussi régulièrement, je vous dirais quotidiennement. On a souvent des nouvelles informations au sujet des mesures de déconfinement, donc c'est important d'être à jour, informer la personne sur ce qui se passe, sur les raisons à la base des décisions qui sont prises. Par exemple, la distanciation sociale, la quarantaine, l'isolement, les mesures de déconfinement prévues dans la région, comment ça marche, c'est quand la date, c'est quoi les services disponibles. Dites-lui d'où proviennent ces informations, donnez des messages simples et précis, puis répétez au besoin. C'est normal de répéter si vous êtes en présence d'une personne qui est en détresse psychologique. C'est possible qu'elle ait plus de difficultés à intégrer les informations que vous êtes en train de lui dire, même si c'est des informations simples. Donc, gênez-vous pas pour répéter, vous armer de patience, répéter, c'est normal. Les personnes ont besoin d'informations fiables sur l'événement, sur la maladie, sur les mesures qui sont prises, sur leurs proches, les autres personnes qui sont affectées, sur leur sécurité, leurs droits et la manière d'accéder aux services. Ici, la petite bulle rouge, important, faites attention aux rumeurs qui circulent, aux fausses croyances. Peut-être il y a beaucoup d'informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'en présence de plusieurs locataires dans un même immeuble, il y a des rumeurs aussi qui peuvent circuler à différents sujets.
Donc, c'est important d'être, si vous êtes en présence d'une personne qui a entendu parler d'eux, de vérifier quelle est la source de cette information-là, puis de lui donner la bonne information, parce que pour certaines personnes, des rumeurs peuvent être très banales, mais pour d'autres personnes, ça peut être une source importante d'anxiété, alors que des fois, c'est même pas une bonne information. Donc, de là, l'importance de donner la bonne information avec des sources fiables. Ici, on vous a mis quelques exemples de sources d'informations fiables. Par exemple, le guide d'auto-soins sur la COVID-19, publié par le gouvernement du Québec. Donc, c'est un guide qui contient des informations pratiques pour aider les personnes à prendre les meilleures décisions possibles pour leur santé puis celle de leurs proches, tout dépendant de leur âge. Il y a aussi le site que le gouvernement a créé dernièrement pour la santé mentale, québec.ca, Aller mieux. Ça contient vraiment plusieurs informations pertinentes selon différentes réalités, pour différents groupes d'âge aussi, plusieurs liens vers d'autres informations très pertinentes aussi, vers des documents. Donc, je vous encourage à aller voir sur ce site-là. Moi, en tout cas, j'ai été surprise là, par la qualité des informations qu'on retrouvait. Puis, une fiche aussi qui a été faite par le gouvernement du Québec, une fiche brève sur 3 pages qui documente bien les manifestations possibles du stress, de l'anxiété, de la déprime et aussi les signes sur les plans physiques, psychologiques et comportementaux qui peuvent nous indiquer quand est-ce que c'est nécessaire d'aller chercher de l'aide. Donc, cette fiche-là, elle est utile parce que souvent, on entend dans les recommandations au besoin, vous pouvez consulter au besoin ou aller chercher de l'aide au besoin, mais finalement, le haut besoin, il reste quand même assez flou. Mais sur cette fiche-là, je trouve que c'est très bien décrit les signes concrets physiques, psychologiques et au niveau comportemental qui sont vraiment des indices là, qu'on a besoin d'aide professionnelle. Donc, ça, c'était des petits exemples de sources d'informations que vous pouvez retrouver, mais il y en a vraiment plusieurs autres, en particulier sur les sites gouvernementaux. Donc, on va compléter avec mettre en lien, mettre la personne en contact avec son réseau de soutien et avec les services, aider la personne à communiquer avec ses amis, sa famille. Donc, oui, encourager la personne à le faire, mais c'est possible que pour certaines personnes, ça soit difficile ou pas, qu'ils ne soient pas capables de le faire pour toutes sortes de raisons, qu'ils ne soient pas capables d'avoir une communication. À ce moment-là, aidez-la concrètement à le faire. Si la personne indique des pratiques religieuses qui peuvent l'aider ou des pratiques spirituelles, dirigez-la vers ces ressources. C'est recommandé de continuer les pratiques religieuses, spirituelles, particulièrement en situation difficile, en situation de détresse. C'est un facteur de protection aussi, la continuité, la cohérence avec sa propre culture. Essayer, si c'est pertinent, de créer des liens entre les personnes affectées pour favoriser l'entraide et donner les coordonnées des services ou diriger-la directement vers ces services-là. Ici, on vous a inscrit différentes lignes téléphoniques d'information et de soutien pour différentes problématiques qui peuvent être bonnes à savoir. Je ne vais pas là, vous les nommer une par une, mais vous pourrez y revenir. Vous allez avoir accès au PowerPoint là, par la suite. C'est des informations qu'on peut trouver aussi sur le site du gouvernement, québec.ca, Aller mieux. Ici, on vous a précisé la trajectoire d'accès aux services du CIUS. Globalement, c'est de référer au 811. Si la personne accepte de l'aide, référez-la directement. Vous pouvez lui dire qu'elle appelle elle-même. 811, elle fait l'option 2. Elle peut appeler en tout temps, jour et nuit. Il y a toujours quelqu'un qui va lui répondre. Si vous doutez que la personne va appeler, vous pouvez lui offrir de le faire avec elle, si elle accepte, de garder contact avec elle pendant qu'elle fait l'appel, ou de lui dire de faire l'appel, puis que si vous êtes à distance, qu'elle fasse l'appel, puis ensuite que vous allez la rappeler, par exemple, dans une trentaine de minutes pour voir comment ça s'est passé.
Si ça ne fonctionne pas, que vous êtes inquiet pour la personne, puis que vous n'avez pas sa collaboration, mais que vous avez vraiment des inquiétudes pour elle, pour sa sécurité, pour sa santé, à ce moment-là, vous pouvez appeler vous-même au 811 pour vous faire conseiller et parler avec un intervenant psychosocial qui va à ce moment-là vous indiquer les étapes à faire s'il y a lieu. Donc, c'est ce qui complète les 3 principes d'action. On a fait observer, écouter et on a terminé par mettre en lien. Vous avez aidé la personne à identifier des stratégies pour répondre à ses besoins à partir de ses propres forces, ses propres ressources, son réseau. Vous lui avez donné de bonnes informations et vous l'avez mise en lien avec son réseau ou les services professionnels s'il y a lieu. Donc, en résumé, les premiers secours psychologiques visent à fournir du soutien psychologique et réconforter les personnes, les aider à se calmer, un soutien social également, prendre connaissance de leurs besoins, de leurs préoccupations, les aider à y répondre au moyen d'outils concrets pour les aider à mieux gérer la situation, aider les personnes à obtenir les bonnes informations au sujet de la pandémie, du soutien social et des services, ne pas causer de tort, donc ne pas nuire, et ne pas pousser la personne à parler de ses émotions en lien avec l'événement. Donc, on respecte le rythme de la personne et sa volonté ou non de parler de ce qu'elle vit. Les premiers secours psychologiques visent à réduire la détresse psychologique et à favoriser les capacités d'adaptation à court et à long terme, autant des adultes, des enfants, des adolescents que des familles touchées. C'est aussi une approche qui est flexible, qui peut s'ajuster selon différentes situations et selon différentes cultures aussi. Ici, je vous donne différentes sources d'informations complémentaires au sujet de l'approche. Donc, la majorité des informations que vous avez reçues aujourd'hui se basent sur ce guide-là, Premier secours psychologique, guide pour les acteurs de terrain de l'Organisation mondiale de la santé, qui est accessible en ligne et qui est en français. Très bien fait. Vous allez retrouver beaucoup d'informations de plus dans ce guide-là. Aussi, un guide qui a été fait tout récemment par la Fédération internationale de la Croix-Rouge, Premier secours psychologique à distance en contexte de pandémie. Donc, ça s'applique vraiment en plein dans le mille à ce qu'on vit en ce moment. C'est un court guide qui contient plusieurs conseils de communication là, à distance et ils l'ont traduit aussi dernièrement en français. Vous avez le lien là, à l'écran. Et il y a aussi la Croix-Rouge canadienne qui offre des formations en ligne sur les premiers secours psychologiques, prendre soin de soi, prendre soin des autres. Ils ont déjà offert aussi une formation en classe. Par contre, en ce moment, je ne peux pas me positionner là, à ce sujet-là. Et il y a une organisation aux États-Unis, le National Child Traumatic Stress Network, qui offre une formation en ligne, celle dont je parlais là, au tout début, de 6 heures, qui est gratuite, par contre, qui est en anglais, mais qui est très bien faite, très complète. Ils ont aussi créé une application mobile des premiers secours psychologiques pour les téléphones cellulaires, qui est vraiment pratique. Donc voilà, c'est ce qui complète la présentation d'aujourd'hui. Merci à tous et à toutes. On a créé une adresse courriel si vous avez des questions dans les jours qui suivent ou même les semaines, questionspsp@gmail.com. Donc, je vous invite à inscrire vos questions par courriel, mais on a également une période de questions là, qui suit là, à l'instant. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup Audrey pour cette présentation très claire et puis qui va à l'essentiel, qui je pense donne des outils vraiment pour que les personnes qui sont dans les lieux d'hébergement, que ce soit des offices, des coopératives ou des OBNL, ou encore qui accueillent du public qui fréquente ces organismes dans d'autres organismes communautaires, vont avoir là des outils qui vont les aider. Je vous répète pour les personnes qui seraient arrivées
un petit peu plus tard que la présentation va être envoyée sous format PDF à toutes les personnes qui étaient inscrites aujourd'hui. Que c'est encore le moment, si vous voulez poser une question à travers l'outil chat ou converser, de le faire. Pour les personnes qui souhaiteraient avoir le lien vidéo, le mieux, ce serait d'envoyer votre demande à l'adresse courriel qui a été donnée à la fin par la présentatrice, à savoir questionpsp@gmail.com, questionpsp@gmail.com. Et puis, effectivement, comme quelqu'un le soulignait pendant la présentation, il y a aussi de nombreuses lignes d'écoute qui existent, qu'elles soient en direction des jeunes sur la question de la violence conjugale. Il y a une ligne d'aide pour l'abus qui peut être fait auprès des personnes aînées. Puis, il y a des lignes plus généralistes sur les personnes qui seraient dans des situations de solitude, de stress. Ah ben voilà, c'est parfait, elles apparaissent toutes là. Je pense qu'on peut les retrouver assez facilement et vous devez les utiliser souvent dans vos emplois. Je pense que c'est important aussi de notre côté, quand on est sur le terrain, d'être vigilant d'être attentif à mettre souvent ces informations à la disposition de tout le monde, soit dans les halls d'entrée, soit dans des espaces où les locataires ou alors les personnes qui fréquentent vos organismes vont les trouver, parce que c'est des fois au moment où on en a le plus besoin qu'on ne trouve plus ce genre d'informations. Oui. Actuellement, il n'y a pas de questions posées. J'imagine que c'est un bon signe par rapport à la présentation d'Audrey. Tu voudrais rajouter quelque chose, Audrey? Non, de mon côté, c'est complet. J'aurais été curieuse de savoir si les personnes ont trouvé que ces informations-là étaient utiles ou… Oui, effectivement, je le comprends bien. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'avec l'envoi de la présentation, il y aura aussi un petit questionnaire d'évaluation qui va vous être adressé. Et puis, ce serait très apprécié si vous prenez le temps de le remplir et de le renvoyer, parce qu'effectivement, dans un but d'amélioration quand même du travail, c'est toujours important pour les personnes d'avoir cette connaissance-là. Donc, il y a une question qui est intéressante. Quelqu'un qui dit je suis TMAF, donc intervenant de milieu. Comment créer un bon lien avec un aîné à travers le téléphone, notamment un lien de confiance? Oui, c'est ça. C'est toujours un défi, hein, l'intervention à distance, surtout peut-être encore plus pour les personnes aînées qui sont peut-être pour certaines moins familières avec les différentes méthodes. Il existe tellement d'applications maintenant de communication. Peut-être que les jeunes, je ne vais pas généraliser, là, mais peut-être que les jeunes sont plus facilement accessibles à la communication à distance que les aînés qui ont souvent leur téléphone avec la ligne dure, comme on dit. Comment créer un bon lien? Ben, je vous référerais à ce moment-là. Il y a 2 diapositives qui concernent les communications à distance. Je vais essayer de vous la retrouver. Voilà. C'est sûr que c'est pas une recette miracle, mais c'est quand même quelques indices, quelques trucs qui peuvent aider. Parler, parler calmement, parler encore plus lentement quand vous êtes à distance. Vous pouvez aussi le dire d'emblée à la personne à qui vous parlez au début que vous auriez vraiment aimé être en face d'elle pour pouvoir lui parler, mais que dans les circonstances, c'est pas possible. Puis vérifier aussi si elle vous entend bien. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir des problèmes auditifs, non appareillés, par exemple, puis déjà là, ils n'entendent pas bien au téléphone, puis des fois, ils ne nous le disent pas. Donc déjà là, ça part, c'est plus difficile, en tout cas, de créer un lien si la personne n'entend pas bien. Donc, de vérifier ça dès le départ. Est-ce que vous m'entendez bien? Voir si elle est capable de bien s'exprimer, bien communiquer. À ce moment-là, après ça, vous pouvez être vraiment transparent avec elle, puis lui utiliser les conseils là, qui sont à l'écran. Là. Je ne vais pas toutes les renommer, mais poser une question à la fois.
utiliser des sons d'approbation, reformuler ce que la personne vous dit, reconnaissez les sentiments exprimés. Donc, c'est ça. Il n'y a pas une seule façon de faire pour créer un lien. C'est important d'être patient. Et si vous voulez vraiment créer un lien de confiance, je vous dirais, eh bien, ça se crée souvent au fil des appels. Donc, avec un premier appel, des fois, ça se peut que la personne soit plus réticente à vous parler. Si vous sentez qu'elle est quand même volontaire, mais qu'elle ne s'ouvre pas beaucoup, puis que vous pouvez suggérer à ce moment-là un autre appel. Est-ce que vous accepteriez que je vous rappelle la semaine prochaine, convenir d'un moment avec elle, lui donner votre nom, vous assurer qu'elle écrit votre nom, qu'elle prend le temps de bien l'écrire. Déjà là, ça peut être le deuxième appel, déjà là, ça peut devenir plus facile d'avoir un lien quand c'est l'appel numéro 2. Donc, c'est les conseils que j'aurais à donner là, à ce sujet-là. Merci beaucoup pour ces quelques conseils. Effectivement, c'est toujours la question de gagner la confiance d'une personne qu'on n'a jamais rencontrée dans la vraie vie. C'est toujours plus compliqué. Donc ça, c'est un défi effectivement propre sans doute à des intervenants de milieu. Pour les gens qui sont dans des organismes d'habitation, souvent, il y a une plus grande connaissance quand même des locataires et je pense que c'est une bonne occasion pour aussi créer du lien entre les locataires et les bénévoles administrateurs ou les différents membres des équipes qui travaillent dans les lieux où il y a des locataires qui pourraient être des personnes qui vivent de la grande solitude. Et donc, c'est important d'être attentif à ça, en particulier en cette période de confinement. Sur ce, pour ma part, je vais d'abord évidemment remercier Audrey pour sa présentation, remercier aussi l'équipe de Lily Lessard pour la générosité, le temps qui nous a été accordé. Par rapport aux questions que vous voudriez écrire, donc l'adresse courriel, c'est questionpsp@gmail.com, mais cette adresse sera dans la présentation qui vous sera envoyée. Donc, si vous ne l'avez pas noté là, vous pourrez le retrouver là. Et puis, si vous vous adressez à un des membres du comité régional, que ce soit un office d'habitation, la FROC, la FECHAC, nous pourrons répondre aussi à ces questions. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé aujourd'hui à cette présentation. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et à tous. Merci.